Bienvenue dans cette nouvelle chronique nature. Nous parlerons dans un moment des chauves-souris. Avant cela, nous parlerons de sécheresse hivernale, le sujet du jour. Nous reparlerons du triste massacre des dauphins avec un nouveau coup de gueule d'Alain Bougrain-Dubourg. Je vous présenterai le nouveau bouquin de Laurent Quillon, Les fantômes de la nuit. Le sujet sur les chauves-souris sera complété par un magnifique film d'Arte et nous finirons, comme à l'habitude, par une fable de La Fontaine. Et oui, La Fontaine s'est aussi intéressée aux chauves-souris. La sécheresse est un des éléments les plus visibles qui nous fait toucher du doigt le problème du réchauffement climatique. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? On voit, c'est qu'en juillet 2018, la végétation est globalement verte, en particulier les prairies. Et si je vous montre 2019, vous voyez la différence est vraiment flagrante. C'est ça qui est un peu nouveau en 2019, c'est l'intensité et la précocité de cette sécheresse. On voit bien que là, le réchauffement climatique, en tout cas, par exemple, ces vagues de chaleur qui accroissent l'évaporation, vont se mettre, vont devenir de plus en plus intenses, ces vagues de chaleur, avec des conséquences sur l'hydrologie des sols. Et le problème, c'est aussi les nappes souterraines. Des agriculteurs au régime sec à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, mardi, ces exploitants agricoles ont protesté contre des restrictions de leur accès à l'eau. Ce qu'on demande, c'est simplement de pouvoir travailler. Saisi par l'association France Nature Environnement, le tribunal administratif a décidé de limiter les prélèvements en eau lorsque le débit du fleuve de la Tête baisse. Les restrictions d'eau vont avoir des conséquences directes sur nos exploitations, puisque avec les débits que l'on devra respecter, on ne pourra plus irriguer. Après la sécheresse historique enregistrée en France l'été dernier et le niveau toujours inquiétant des nappes phréatiques, l'eau est devenue une ressource naturelle en tension, au point que le ministère de la Transition écologique planche sur un plan national anti-sécheresse pour mieux consommer l'eau. La sécheresse que nous avons traversée l'été dernier a eu un effet d'électrochoc. Nous devons agir plus fort, plus vite. Nous devons nous préparer à une augmentation en intensité et en fréquence d'événements extrêmes et de bouleversements importants du cycle de l'eau. Pour faire face, le gouvernement veut diminuer de 10% le volume d'eau prélevée dans les sous-sols d'ici la fin du quinquennat. Les Français seront donc de nouveau appelés à la sobriété, hydrique cette fois. Au quotidien, nous consommons en moyenne 150 litres d'eau. Une application sur le modèle d'EcoWatt pourrait bientôt nous inviter à fermer les robinets. Si c'est vert, vous n'avez pas à vous en faire. Si c'est rouge, nous consommons plus que ce qui est produit. D'autres pistes sont à l'étude, comme le recyclage et l'utilisation des eaux usées, ou encore la chasse au gaspillage et aux fuites sur les canalisations. Alors comment mieux préserver nos ressources en eau ? Collectivités, particuliers, agriculteurs, qui doit faire des efforts ? Sommes-nous prêts à vivre avec moins d'eau ? Où l'on reparle du massacre des dauphins. Les recours devant la justice auprès du gouvernement, auprès du commissaire européen chargé de l'environnement pour faire cesser cette hécatombe qui concerne les dauphins. Donc, qu'est-ce que vous demandez exactement ? On demande d'en finir avec ces massacres insupportables. Il y a plus de 30 ans que ça dure. On en a parlé au secrétaire d'État à la mer. On en a parlé à Christophe Béchu. On en a parlé à Bérengère Couillard.
J'en ai parlé en tête-à-tête avec le président de la République et vous voyez, ça nous renvoie finalement à ce que disait le président Jacques Chirac. Il disait la maison brûle et on regarde ailleurs. Emmanuel Macron, il vous répond quoi? Eh bien, là, j'ai le sentiment que sa réponse, c'est l'océan se rougit du sang des dauphins et il regarde ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne prend pas les mesures qui s'imposent. Et moi, je dis très clairement au président de la République, écoutez les scientifiques qui aujourd'hui vous imposent d'en finir avec ce massacre. Écoutez le droit qui vous impose d'en finir avec ce massacre. Écoutez la raison, écoutez les Français. Je lui ai envoyé une lettre qui a été co-signée en 48 heures par 40 000 co-signataires. Qu'est-ce qu'on attend? Alors si le président Macron ne prend pas les dispositions qui s'imposent, c'est très simple. C'est la Commission européenne et le tribunal international européen qui va contraindre la France à prendre et à en finir avec... C'est quoi pour vous les dispositions qui s'imposent du coup? Ben écoutez, il y a eu une série de millefeuilles qui ont été mises en œuvre et qui ne servent à rien. Embarquer des caméras à bord des bateaux, ben oui, on fait le constat que c'est un massacre. Avoir des personnes à bord pour les contrôles ou des pingers qui sont des répulsifs qu'on met sur les filets. Des répulsifs acoustiques, ça marche pas. Ça ne sert à rien. L'observatoire Pélagis vient de faire un rapport que l'exécutif avait, qu'il a dissimulé, qui vient d'être rendu public et qui dit que dans 40 ans, si on continue ainsi, il n'y aura plus de dauphins dans le golfe de Gascogne. On sait très bien où on va. Et comment on fait du coup? On interdit la pêche? Oui, il y a une suspension spatio-temporelle, c'est-à-dire que dans des zones déterminées et pendant une période déterminée, 3 semaines, 1 mois, là on est en pleine période, eh bien on suspend la pêche, il n'y aura plus ces massacres. Laurent Tillion est biologiste et ingénieur forestier à l'Office national des forêts. Spécialiste de l'écologie des chauves-souris, il travaille sur le fonctionnement des écosystèmes et les relations entre les espèces animales et les arbres. Il vit au cœur de la forêt de Rambouillet. Il publie chez Actes Sud dans la collection Monde sauvage son dernier essai Les fantômes de la nuit, des chauves-souris et des hommes. Et vous êtes spécialiste des chauves-souris. C'est une nouvelle aventure que vous racontez avec ce livre qui est formidable, Les fantômes de la nuit, les chauves-souris et les hommes. C'est publié chez Actes Sud, Monde sauvage. Les chauves-souris, elles nous effraient. Elles sont mystérieuses, elles sont méconnues. Elles sont victimes de tous les préjugés. On l'a encore vu récemment avec le Covid. D'où vous est venue cette passion pour ces animaux-là? Déjà parce que, effectivement, personne n'est insensible quand on dit le mot chauve-souris. Soit on éprouve de la répulsion. J'ai senti quand même dans vos regards quand même un peu de réaction autour de la table. Un vrai problème toute cette semaine à la rédaction. Oui. Ou alors une fascination. Surtout quand on commence à les rencontrer, à aller à leur rencontre, à les découvrir. Et moi, j'avais une quinzaine d'années quand j'ai vu ma première chauve-souris en hibernation. En ce moment-là, aujourd'hui, elles sont vraiment en période d'hibernation, en léthargie. Elles ne bougent pas. Elles sont accessibles. Et puis là, pour le coup, elles ne nous font pas peur, parce qu'elles ne bougent pas. On n'a absolument aucun risque. Et en les observant, en fait, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucun danger d'être à proximité d'elles. Et assez vite... Mais ça se mérite malgré tout de les observer. Quand vous dites je vais travailler sur les chauves-souris, vous avez des collègues qui vous disent bon courage, parce que ça veut dire travailler de nuit, ça veut dire grimper dans des arbres, descendre dans des grottes. Comment est-ce qu'on étudie ces animaux-là? Il y aurait à peu près... Combien? 1400 espèces de chauves-souris dans le monde. Et c'est le seul mammifère volant au monde. Comment est-ce qu'on les étudie? Et d'ailleurs, d'où ça vient le nom de chauve-souris? Les chauves-souris, ça vient de chiroptère, donc de chiros, la main, en forme d'aile, enfin l'aile en forme qui a été transformée par le prolongement des doigts, entre lesquels s'est développée une membrane. Et c'est vrai que du coup, les premières chauves-souris ont donné naissance après à un florilège d'espèces qu'on fait encore que découvrir. Il y a encore 20 ans, on estimait à 1200 espèces sur la planète. Aujourd'hui, on en est à 1400. Et notamment les analyses génétiques, moléculaires, la visite de certaines contrées difficiles d'accès, comme notamment l'Amazonie, nous permet de découvrir encore de nouvelles espèces. Elles sont incroyables. Certaines sont minuscules, d'autres font jusqu'à... Allez...
La taille d'un enfant de 12 ans, juste pour te faire flipper Eva, malheureusement. Mais elle habite loin, elle habite très 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 loin. En tout cas, la chauve-souris, elle est associée évidemment à l'image du vampire. Et dès la naissance du cinéma, c'est une vieille histoire qui est dans nos imaginaires. Et vous évoquez d'ailleurs un film de 1922, un très très grand film, Nosferatu de Murnau. Est-ce que, comme Dracula, les chauves-souris sucent le sang? C'est l'une des questions, les plus fréquemment posées. Ça et les cheveux. Non, mais c'est vrai que comme elles vivent la nuit, du coup, elles ont vite été associées, notamment dans le roman de Bram Stoker, Dracula, à la fin du 19e, comme des animaux qui représentaient le mal, qui représentaient un peu le diable. En fait, pas du tout. Bon, si ce n'est une espèce qui se trouve en Amérique du Sud, qui peut se nourrir effectivement du sang notamment de mammifères. Ça peut arriver parfois qu'ils se nourrissent sur le bétail ou l'homme, mais c'est assez anecdotique et puis ça concerne que l'Amérique du Sud. Chez nous, il n'y a absolument aucun problème. En Europe, même en Asie, il n'y a aucune espèce qui se nourrit de sang. Donc voilà qui va rassurer Nathalie. Et en tout cas, elles ont... non, mais pas non plus des grands sourires. Ce qui est incroyable, c'est qu'elles ont des pouvoirs qui sont quasiment des super pouvoirs. C'est assez fascinant. Ce sont de tout petits animaux, à peu près à quelle taille en général? Pour vous donner par exemple la taille de la pipistrelle commune, qui est l'espèce qu'on trouve notamment dans nos maisons, hein, c'est le bout de mon pouce. Ça fait 4 à 5 grammes, c'est minuscule, c'est la taille d'un morceau de sucre, et c'est de ça dont on a peur. Alors qu'en réalité, on craint rien, on risque rien. Et pour dire jusqu'où vous êtes allé, il y a un chapitre où vous mettez à la place d'une chauve-souris. C'est absolument génial parce que vous parlez à la première personne comme si vous étiez la chauve-souris. Comment est-ce qu'on pense quand on est une chauve-souris? En fait, je me suis prêté à cet exercice-là après les avoir étudiés et après avoir compris que l'un des meilleurs moyens qu'on avait peut-être de mieux comprendre ce qui se passait, notamment sur les pandémies, notamment avec ce qui se passe autour du risque climatique et du changement climatique et du problème de biodiversité. Il fallait peut-être qu'on fasse l'effort de prendre leur place. Les fantômes de la nuit, Laurent Tillon, chez Actes Sud. Pour compléter l'interview de Laurent Tillon, je vous propose un formidable film naturaliste, Chauve-souris, alliés ou ennemis, c'est à voir en replay sur Arte TV. Depuis des siècles, c'est un sanctuaire pour les religieux. Et depuis peu, un site surveillé par les scientifiques qui étudie la plus étrange créature qui soit. Chaque soir, près de 3 millions de chauves-souris y livrent un spectacle grandiose. À l'instant précis où le soleil disparaît, comme un torrent déchaîné, elles se précipitent dans le crépuscule. Elles partent chasser les insectes qui pullulent dans la région. Mais les scientifiques sont de plus en plus nombreux à se passionner pour cet animal pas comme les autres. Il existe pas moins de 1400 espèces différentes de chauves-souris dans le monde. Pour la science, c'est un trésor. Mais pour beaucoup de gens, c'est un cauchemar. Grâce à l'écholocation, elle bénéficie d'un sens supplémentaire. Sa vitesse de vol est inégalée dans le monde animal. Elle est insensible à la plupart des virus. Ses réactions immunitaires sont toujours mesurées. Et elle semble se jouer des années qui passent. Alors, dans l'obscurité des grottes, ou aux dernières lueurs du jour, regardons la chauve-souris telle qu'elle est. Juste une merveille de la nature. La preuve éclatante de l'incroyable créativité du monde vivant. Et pour finir, la fable de La Fontaine de la Chronique. Jean de La Fontaine, la chauve-souris et les 2 belettes. Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belettes. Et sitôt qu'elle y fut, l'autre envers les souris de longtemps courroucées, pour la dévorer accourut. Quoi?
Vous osez, dit-elle à mes yeux, vous produire, après que votre race a tâché de me nuire. N'êtes-vous pas souris? Parlez sans fiction. Oui, vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. Moi, souris. Des méchants vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau. Voyez mes ailes. Vive la jante qui fend les airs. Sa raison plut et sembla bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. 2 jours après, notre étourdi aveuglément se va fourrer chez une autre belette aux oiseaux ennemis. La voilà de rechef en danger de sa vie. La dame du logis, avec son long museau, s'en allait la croquer en qualité d'oiseau, quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. Moi, pour-t-elle passer, vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau? C'est le plumage. Je suis souris. Vive les rats. Jupiter confonde les chats. Par cette adroite répartie, elle sauva 2 fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpes changeants au danger, ainsi qu'elle, ont souvent fait la figue. Le sage dit, selon les gens, vive le roi, vive la ligue. Les appels à exposer et à candidater pour le concours sont en cours jusqu'au 31 mars 2023. Le Festi-Photo de Rambouillet se déroulera les 29, 30 septembre et 1er octobre et le parrain sera Yann Arthus Bertrand. N'hésitez pas à proposer votre candidature sur le site internet rambouillet-festiphoto.org. On vous attend. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous pour une prochaine Chronique Nature sur Total Impro. À bientôt.